Bonjour tout le monde. Alors là, on n'a pas l'habitude d'avoir la lumière dans la figure. Très heureux de vous accueillir pour ce deuxième marathon de livres audio et lecture à voix haute Vox, la deuxième édition. Merci à Olivier Chaudenson de nous permettre de nous réunir dans ce lieu, ce haut lieu de l'oralité. Cette fête du livre audio et de la lecture à voix haute prend place, je le rappelle, dans un événement un peu plus large qui se passe sous l'égide du SNE, du Syndicat national de l'édition, et qui est, depuis un an, je crois déjà, le mois de mai est le mois du livre audio. Et c'est un événement qui voit de nombreuses expériences d'oralité sur l'ensemble du territoire. Je crois qu'il y a eu d'ailleurs la nuit dernière une nuit du livre audio à Strasbourg. Voilà, je rappelle aussi que Vox, c'est un événement en 3 volets. Le premier volet, c'est celui pour lequel nous sommes réunis aujourd'hui, c'est le volet adulte, c'est Vox Adulte, qui est donc ce merveilleux partenariat avec la Maison de la Poésie. Le deuxième volet est un événement jeunesse, un marathon de lecture jeunesse, qui lui a lieu au moment du SLPJ, du Salon du Livre pour la Jeunesse, à Montreuil, puisque je rappelle que Vox, historiquement, est né à Montreuil et en Seine-Saint-Denis. Et le troisième événement, qui est un dispositif plus qu'un événement, c'est un prix collège que nous avons initié l'année dernière et qui vraiment commence à prendre ses lettres de noblesse cette année, avec donc des collèges de Seine-Saint-Denis qui suivent une formation de lecture à voix haute dans les trois dispositifs qui sont la lecture à voix haute, l'écoute et l'argumentation orale dispensée par une troupe de théâtre qui s'appelle les Comédiens des Tréteaux de France. Voilà, moi j'ai fait mienne depuis très longtemps et j'avoue que c'est un peu un mantra, donc je me plais à la répéter, cette très belle phrase du poète Pierre Reverdy qui disait « Pour que le mot tienne sur ma page, il faut d'abord qu'il tienne dans ma bouche », qui répond peut-être en un petit peu plus raffiné au fameux gueuloir de Flaubert. Je trouve que cette phrase désigne de manière extraordinairement juste, extraordinairement précise la relation dont il est question ici entre la littérature écrite et la littérature orale, puisque nous le savons, historiquement, depuis l'Antiquité, les premières inscriptions sur les vases grecs et Homère chanté jusqu'à la fin du Moyen-Âge et jusqu'à la diffusion de l'imprimerie, lire, ça voulait dire lire à voix haute, out loud, comme disent nos amis anglais. Il y a cette fameuse anecdote de Saint-Augustin arrivant donc au 7e siècle à Turin et avisant un prélat qui lit son bréviaire silencieusement sans qu'il voie ses lèvres bouger et s'exclamant horrifié qu'il est habité du démon. Alors voilà, je pense que nous autres, quelque part, nous renouons un peu avec cette pratique ancienne, avec cette aube de la littérature, qui était la littérature orale. Aujourd'hui, depuis quelques années, les occasions d'oralité se multiplient dans le paysage culturel de manière même assez massive. Ce sont des cafés littéraires, ce sont des lectures en librairie, ce sont des associations de lecture à voix haute. Et de manière, dans un versant un peu plus pédagogique, des ateliers de formation à la lecture à voix haute, des formations, des associations de lecteurs à voix haute. J'ai lu récemment que 58% des Français, aujourd'hui, c'est une étude qui date de 2022, donc qui est très récente, écoutent du contenu audio tous les jours. Ça m'a plutôt interpellée, plutôt impressionnée. Voilà, alors nous autres promoteurs d'oralité, si on peut dire, nous sommes convaincus depuis très longtemps des multiples et innombrables bénéfices et vertus pédagogiques du livre audio et de la lecture à voix haute. Et elles sont de la maîtrise de la langue à l'acquisition du vocabulaire, en passant par l'intelligence du texte. Elles sont innombrables. Mais quand on voit l'appétit du public aujourd'hui pour la chose orale, on se dit que ça va encore plus loin que tout ce qu'on imaginait. Et je pense que ça touche à
l'oralité, la chose orale touche à quelque chose de très profond, de très intime, de très essentiel, quelque chose de la relation de personne à personne, dont peut-être, je me dis que peut-être l'hyper-technologie galopante qu'on voit aujourd'hui nous prive peut-être un peu. Alors ça, les éditeurs de livres audio l'ont bien compris depuis une bonne vingtaine d'années maintenant, puisque le formidable essor du livre audio en témoigne. Aujourd'hui, c'est près d'une vingtaine d'éditeurs de livres audio qui sont fédérés sous l'égide de la commission livre audio du SNE, du Syndicat national de l'édition, et de toute taille, de toute dimension, avec des objectifs et des natures éditoriales différentes, mais avec un dénominateur commun qui est un savoir-faire très spécifique, très complexe, très fin, puisqu'il est la jonction en fait de deux cultures, une culture éditoriale et littéraire et une culture de production sonore, c'est-à-dire d'habitude de travailler avec des comédiens, de savoir quelle voix va aller avec quel texte, de pouvoir faire de la direction artistique, de travailler aussi avec une ingénierie du son extrêmement fine. Voilà, donc tout ça fait, tout ça donne, en tout cas aujourd'hui, je crois, on est à près de 15 000 livres audio, de 15 000 références françaises en livres audio. Il y a une vingtaine d'années, c'était à peine quelques centaines. Là, j'ai parlé uniquement des éditeurs de livres audio, mais il y a également des producteurs indépendants, également des plateformes de diffusion numérique qui sont sur le secteur. Voilà, c'est l'occasion de rappeler ce que nous rappelons aussi souvent, parce que c'est de l'ordre des évidences, mais je pense que les évidences font partie des choses qui sont très bonnes à rappeler. C'est que le livre audio n'est en aucune manière une alternative au livre papier. On n'écoute pas du livre audio pour ne pas lire le livre papier, on peut tout à fait écouter les deux. Le livre audio et la lecture à voix haute et l'oralité de manière générale est quelque chose qui dévoile le sens le plus profond d'un texte. Et je vais me risquer à une métaphore un peu florale, un peu kitsch, mais tant pis. C'est comme si le texte qu'on lisait sur le papier à lecture silencieuse était le bouton, et que quand le bouton s'ouvrait et que le parfum s'exhalait, c'est cela que donne la lecture à voix haute. Je crois que c'est Cicéron qui parlait, très très jolie formule, qui parlait du champ obscur de la voix. Voilà, je vous propose aujourd'hui de renouer avec peut-être d'inverser la formule qui est l'intitulé de cette table ronde qui s'appelle, je crois, de la page à la voix. Et donc d'inverser la formule du poète qui va de la voix à la page. Nous avons souhaité cette année commencer ce marathon par une séquence un peu plus réflexive sur le fond, en donnant la parole aux deux acteurs essentiels de notre activité, qui sont les comédiens et les diffuseurs. Alors, je dois dire qu'un des comédiens, Jacques Bonafé, vient de nous envoyer un SMS en nous disant qu'il y avait un colis suspect dans le TGV de Lille et que donc il allait avoir beaucoup de retard. Donc nous avons commencé très tranquillement cette table ronde en espérant qu'il va nous rejoindre pas trop essoufflé et à temps pour pouvoir continuer la table ronde. Pardon ? Et en vie surtout. Oui. Voilà. Voilà. On va commencer donc cette table ronde. Je vais m'asseoir au milieu. Voilà la place de... Attends, je m'éloigne un petit peu. Donc, pour présenter nos invités que vous connaissez, on va commencer par Christine Villeneuve, qui est à ma droite. Christine est co-directrice des éditions des femmes Antoinette Fouque et co-fondatrice, on peut dire, de... Non, bon. Alors, une des responsables, on va dire. Une des responsables.
très, très, très active de la bibliothèque sonore des voix, qui était une bibliothèque tout à fait pionnière en matière de livres audio. Isabelle Carré, j'ai envie de dire on ne la présente plus, ça c'est un peu cliché, mais enfin on va quand même la présenter. Donc la merveilleuse actrice de théâtre, de cinéma et lectrice que l'on connaît, mais qui aujourd'hui est là non seulement en tant que comédienne et actrice, mais en tant qu'autrice, puisque tout à l'heure, on va avoir le plaisir d'avoir Isabelle qui nous lit son propre dernier livre. Le jeu des si. Le jeu des si. Et Olivier Chaudenson, on ne le présente pas non plus. Voilà, ici ça va, donc le directeur de cette merveilleuse maison. Donc voilà, je parlais des diffuseurs à l'instant, donc on a vraiment quelqu'un qui représente aujourd'hui plutôt le livre audio, c'est-à-dire l'oralité sur support audio et l'oralité ouverte, vivante, avec la Maison de la Poésie. Je vais peut-être commencer par vous. Personne ne t'a présenté toi, alors, Paul Duboucher, qui a, bah oui, qui a œuvré pour les livres audio Gallimard pendant tant d'années. Voilà, et moi j'ai enregistré plusieurs livres avec elle, dont des livres qu'elle avait écrits, notamment pour la jeunesse. Un très très beau souvenir de Adèle, le journal d'Adèle, entre autres. Voilà, et Emporté. Et Emporté, magnifique, des femmes, magnifique livre que j'ai été très 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 émue de lire. Et nous avons aussi travaillé ensemble pour les éditions des femmes. Donc voilà, je suis en terrain connu et très heureuse d'être là. Et Paul, tu es présidente de l'association de promotion des livres audio, qui est l'association qui rassemble des éditeurs, qui organise donc le présent festival, le festival Vox. Bon, mais merci beaucoup de m'avoir présenté. Certainement mieux que je n'aurais su le faire. Olivier, je m'écarte un peu pour avoir une vision. Voilà. Donc voilà, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que ce renouveau de l'oralité renoué avec une pratique très ancienne, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête quand vous avez créé ce lieu ? Et de manière plus large, quel objectif visiez-vous lorsque vous avez créé la formule actuelle de la Maison de la Poésie ? Enfin, il y a deux questions en une. En vous écoutant tout à l'heure, il y avait une sorte de vertige qui apparaissait parce que dans ce déroulé historique, on s'apercevait que l'oralité avait disparu avec l'avènement du livre et puis que maintenant, il y a une espèce de retour ironique où c'est l'oralité qui vient sauver le livre. Enfin, sauver, peut-être le terme est un peu fort, mais le renouveler, le raviver, faire d'autres portes d'entrée. Alors, moi, quand j'ai travaillé sur ce qui se passe ici, et puis précédemment, parce que c'est là-bas que j'ai expérimenté des choses, j'ai monté un festival à Manosque, là, Autre Petit Vertige, je prépare la 25e édition, donc c'est pas exactement d'hier. Mais quand même, ce que j'avais en tête... c'était que les événements littéraires à l'époque étaient un peu figés à mon goût. C'était beaucoup des salons du livre, j'ai rien contre, mais ça se bornait souvent à un écrivain qui signe des livres. Encore faut-il qu'il ait la chance de pouvoir en signer. Il y en a d'autres qui attendent, des gens qui ne viennent pas. Et puis de temps en temps, une conversation, mais il me semblait que la littérature était peu présente. On était dans le contournement ou le commentaire de la littérature et j'avais envie d'événements qui fassent vraiment entendre le texte, l'écriture, sachant en plus que il y a des écrivains qui sont excellents dans le commentaire de leur œuvre, puis d'autres qui sont un peu démunis en disant j'ai tout dit dans le livre, j'ai pas envie d'en parler, etc. Donc c'était ouvrir les choses pour faire une assez large place à la lecture. Alors la lecture par l'auteur, lorsque l'auteur a le goût de ça, la lecture par le comédien, lorsque l'auteur dit je sais pas faire, etc. Mais voilà, c'était la conviction qu'en remettant la littérature en avant et en faisant entendre des textes, on crée des portes d'entrée vers le livre, et notamment peut-être vers les lecteurs plus occasionnels, moins assurés, qui sont un peu effrayés par le terme littérature, poésie n'en parlons pas. Faire entendre un texte, ça permet de créer des effets de découverte, voilà, où on n'a pas besoin d'être théoricien de la littérature, on rentre dans le texte et on est touché ou pas, comme lorsqu'on écoute de la musique, on est saisi ou pas. Et il n'y a pas besoin d'être musicologue pour écouter de la musique, donc il n'y a pas besoin d'être agrégé de lettres pour entendre de la littérature et se dire oui, c'est pour moi. Donc moi, je l'ai travaillé comme
Oui, une façon de parler à un public plus large, d'aller en chercher d'autres, aller chercher ceux qui sont effrayés par, encore une fois. Et la diversité des propositions est contribuée parce qu'il y a l'auteur qui lit. Parfois, on peut lui reprocher d'être techniquement moins fort qu'un comédien. C'est normal, c'est pas son métier. Mais même quand il est maladroit, je trouve qu'il nous fait entendre la musique du texte. Alors, quand il ne sait pas trop faire, il vaut mieux lui demander de lire 5-10 minutes et non pas 1 heure, mais c'est intéressant quand même, en dépit des défauts qui peuvent s'entendre. Et puis, il y a des auteurs, de plus en plus, qui sont devenus d'excellents lecteurs d'eux-mêmes. Et puis, utiliser des comédiens au bon sens du terme, y compris leur notoriété, pour faire venir un large public qui tout d'un coup va entendre un texte qui n'aurait pas été cherché lui-même. Même chose avec les artistes de la scène musicale, où j'ai eu très souvent envie de mélanger les choses, toujours dans cette idée d'hospitalité, d'aller chercher ceux qui viendraient peut-être pas en premier lieu, sans exclure ceux qui étaient déjà convaincus par avance. Donc voilà, pour moi c'est un outil presque d'action culturelle au départ. Et puis bien entendu, après on fait partie du même écosystème, et je me réjouis qu'en 20 ans il y ait eu un tel essor de l'audiolivre. Mais l'audiolivre a une chance folle que personne n'aurait pu prédire, c'est quand on regarde dans la rue, 1 personne sur 2 a des écouteurs. Donc à partir de là, on est tous équipés et on peut écouter évidemment de la musique, un podcast ou entendre l'intégrale du Comte de Monte Cristo ou un livre contemporain. Enfin voilà, ça ouvre techniquement et dans les habitudes de se mouvoir un temps fou pour écouter des livres. Mais la lecture vivante, c'est encore autre chose. Et je suis quand même très très frappée de voir à quel point justement votre initiative avec la Maison de la Poésie, ça a pris tout de suite et de manière massive. Le terrain commence à être préparé, puisque j'ai évoqué tout à l'heure Manosque qui a 25 ans. Donc c'est vrai que cette maison-là que je dirige depuis presque 10 ans, là maintenant on n'est pas loin de la date anniversaire, ce sera mardi prochain. Mais voilà, les choses avaient été préparées, les événements du coup littéraires s'étaient un peu renouvelés, avaient introduit cette idée de lecture et lecture live. Donc voilà, il y a eu une maturation souterraine qui n'était pas très visible, mais au moment où j'ai établi ce projet, je pense que les choses étaient mûres. J'avais bien constaté que les auteurs avaient vraiment le goût de ça. Se replacer quand même dans quelque chose de collectif, parfois avec le plaisir de collaborer avec un musicien, avec un vidéaste, avec qui on veut. Voilà, se placer dans un acte artistique, inventer quelque chose qui est une création en plus du livre, autour du livre, parce que moi j'ai la conviction que justement ces formes qui ne sont que des extraits, des moments live, etc., sont des invitations ensuite à aller vers le livre ou vers l'audiolivre. Voilà, donc je reviens à cette idée de porte d'entrée hospitalière et inventive et fertile artistiquement. Oui, c'est cette complémentarité. Je repense à ce qui se passe en Allemagne, qui est quand même très, très intéressant, où c'est le cas depuis très longtemps et c'est encore le cas aujourd'hui. Les auteurs viennent avant publication, et c'est très, très généralisé, lire leur œuvre en librairie. Et ça se fait de manière... ça se fait dans toute l'Allemagne, dans toutes les librairies, c'est-à-dire que le livre n'est pas encore sorti en format papier, et il donne lieu à une lecture par l'auteur en librairie quelques jours avant ou quelques semaines avant, en tout cas avant la sortie, comme si ça rejoint un peu. Je l'ai découvert assez tardivement, ce phénomène, mais en effet en Allemagne, il y a cette culture-là qui est qu'il est naturel qu'un auteur vienne lire, que le public soit intéressé pour venir l'écouter. Et en plus de ça, il y a quelque chose de très vertueux économiquement, c'est que dans ces tournées de lecture, les auteurs sont payés et bien payés. Absolument. Et le public vient, paye un prix d'entrée en trouvant ça tout à fait normal. Voilà, donc ils avaient un temps d'avance. Alors d'après ce qu'on m'a dit, ils le font un peu plus classiquement que nous. Ils sont moins dans les mélanges vers la musique, vers l'image, etc. Mais bon, chacun a sa façon de faire. En tout cas, ils ont vraiment cette culture de la lecture. Oui, c'est très intéressant. Enfin, dans la relation étroite entre l'écrit et l'oral, c'est vrai que cette pratique allemande paraît vraiment intéressante. Ça me fait penser au salon littéraire du 19e siècle, où les auteurs testaient, en fait, vrai. Dans leur salon littéraire, certains chapitres. Oui, c'est vrai. Parfois déconfits de sentir que le roman n'avait pas pris et se remettaient à écrire. C'était aussi une façon de travailler comme on ferait des projections au cinéma pour voir si le film prend, avec une audience qui est censée faire un retour et modifier après le montage du film.
Alors, je crois qu'en Allemagne, le livre est déjà sous presse, hein, donc il n'est plus trop question de faire des corrections, mais c'est trop tard. Mais en tout cas, oui, il y a ce côté d'aller-retour entre le public et l'auteur qui est vraiment intéressant. Christine, donc édition des femmes pionnière en livre audio. Enfin, vous étiez quand même très c'est quand d'ailleurs? Alors en fait, c'est pas il y a 20 ans, c'est il y a 40 ans, c'était en 1980. Ça ne nous rajeunit pas. Qu'Antoinette Fouque a eu l'idée de cette collection, qui est en fait une première en France pour ce qu'elle était, c'est-à-dire une collection créée par une maison d'édition de livres, enfin qui éditait des livres, qui n'est pas une maison d'édition dédiée spécifiquement au livre audio. Il y en a aujourd'hui, mais ce n'était pas le cas. Et qui est à destination donc d'adultes et pas du tout une collection destinée particulièrement aux personnes malvoyantes, parce que par ailleurs existaient des collections. Il y avait l'association des lecteurs de livres audio pour les personnes aveugles, etc. Je pense qu'il y avait Frémaux aussi déjà. Il y avait les enregistrements radiophoniques, ouais. Mais c'était pas exactement le même esprit que la collection qu'elle a créée. Et cette collection, elle l'a créée pour sa mère en fait, parce que sa mère était analphabète. Et donc quand elle a créé cette collection, elle a appelé ses livres, elle a appelé la collection Écrire, entendre au début, et elle parlait de livres parlants, en référence au cinéma parlant. C'est-à-dire que sa mère, qui était analphabète, aimait le cinéma, mais souffrait de ne pas pouvoir lire les sous-titres. Et pour elle, ça a été une libération, le cinéma parlant. Et comme elle était analphabète, elle s'est dit que pour lui faire entendre des textes de la littérature qu'elle avait envie de connaître, eh bien, il n'y avait rien de mieux que de les enregistrer, soit avec leurs autrices ou leurs auteurs quand ils étaient vivants et qu'ils avaient envie de le faire, comme Nathalie Sarraute, par exemple, qui est arrivée, de même que Marguerite Duras, qui a lu La jeune fille et l'enfant en 1981. Nathalie Sarraute a commencé les enregistrements assez vite aussi, ou par des interprètes, comédiennes, comédiens, avec des grands noms, parce qu'elle pensait, ça rejoint un peu... Alors, son idée, c'était aussi de démocratiser la littérature, d'une certaine façon, c'est-à-dire de l'ouvrir à un public populaire aussi, qui pouvait venir, non pas à partir d'un texte, mais à partir, par exemple, d'une passion pour une comédienne comme Catherine Deneuve, Isabelle Huppert, Fanny Ardant, aujourd'hui Isabelle Carré, et d'autres, et que à partir de la voix, de ce désir d'entendre une comédienne aimée, découvrir un texte la personne n'aurait pas forcément lu. Voilà. Alors ça, c'est la première. Et puis, c'est parce que c'est une militante, c'est une femme qui était engagée, qui a cofondé le mouvement de libération des femmes en 68 et qui avait donc mené une réflexion aussi sur la culture des femmes. Elle a créé cette maison d'édition, une galerie des femmes, enfin beaucoup de choses. Et son idée aussi, c'était que les femmes n'avaient pas le temps de lire. Elles le constataient tout le temps parce qu'elles étaient prises dans des activités multiples, notamment ménagères. Et surtout, on a évolué sur ce plan, mais pas tant que ça finalement. Et dans les années 80, en tout cas, c'était très vrai. Et que quand on repasse ou quand on a une activité de cuisine ou autre, on peut tout à fait écouter en même temps un texte. Donc c'était aussi permettre à des femmes qui n'avaient pas le temps de lire de pouvoir justement entendre de la belle littérature. Et pour aller encore plus loin, elle a toujours pensé cette maison d'édition non pas cloisonnée, c'est-à-dire enfermée dans un genre qui serait l'écrit, dans un pays où l'écrit était assez sacralisé, mais au contraire, de faire des articulations, de l'ouvrir, donc de réconcilier l'écrit et l'oral, en fait, voilà. Et pourquoi ? Parce que en tant que c'est une intellectuelle et c'est une femme qui a une pensée théorique et qui a donc travaillé la question de la procréation des femmes, et donc évidemment la première voix qu'on entend quand on est au monde, c'est évidemment la voix de sa mère. Donc, et c'est intra-utérin, ça commence avant la naissance en fait. Mmh. Et au fond, tu parlais tout à l'heure d'intimité, de rapport à l'intime, de quelque chose qui est extrêmement fort pour chaque personne qui écoute un texte. Eh bien, je pense que c'est de ce ressort-là en fait. C'est-à-dire c'est cette mémoire du corps, de la chair. Elle parlait de chair pensante, qui finalement qu'on retrouve, en tout cas avec laquelle on se réconcilie, ou en tout cas une petite porte, une fenêtre qui fait ça. Donc c'est aussi, finalement, cette collection, c'est tout ça à la fois. Mais ça, tu as magnifiquement anticipé d'ailleurs la question que je voulais poser.
qui était justement je me suis posé, je trouve qu'on ne peut pas ne pas se demander, quand on sait que les éditions des femmes sont pionnières quelque part, on ne peut pas ne pas se demander si le côté du corps, c'est-à-dire parler un texte, vocaliser un texte, c'est le corps, c'est la voix. Est-ce que le fait que ça soit une prise de parole d'abord par les femmes, prise de parole comme prise de la Bastille, quoi. Enfin, voilà. Est-ce que ce n'est pas un hasard? Il me semble que c'est pas un hasard que ce soit par les femmes que quelque part cette parole en littérature ait été prise de manière assez massive, non? Oui, c'est vrai. De toute façon, les femmes, on pourrait dire ontologiquement, accueillent, font plein de choses, mais ont cette vocation à pouvoir faire des enfants. Et c'est vrai qu'il y a un rapport à l'autre. Je dirais, vous parliez d'hospitalité, mais au fond, c'est une hospitalité. Et je pense donc que c'est presque quelque chose pas de naturel, mais qui s'inscrit dans une espèce de généalogie, qui paraît assez évidente, je pense, pour nous. Et puis, je pense aussi quand même qu'il y a quelque chose qui se passe quand on est enfant. En fait, quand on est enfant, les parents, enfin les mères, mais les pères aussi, les parents lisent des textes à voix haute à leurs enfants. Enfin, tout le monde fait ça. Mais les pères aussi. Oui, les pères aussi, oui. Les parents. Et ça se perd à partir du moment où les enfants apprennent à lire. Voilà, ils arrivent, ils apprennent à lire et c'est terminé. Il faut qu'ils lisent des livres écrits et à part, enfin voilà, il y a quelque chose qui se coupe à ce moment-là. Alors qu'en fait, sinon, jamais, de la naissance et même d'avant, jusqu'à ce moment-là. Même le travail de Françoise Dolto travaille la question de interroger la question de la voix, de l'écoute, enfin voilà, de ce rapport. Et je pense donc qu'au fond, finalement, tout ça va ensemble. Oui, tout à fait. En tout cas, c'est vrai que quand on voit le catalogue des éditions des femmes, quand on t'entend parler maintenant, je trouve qu'il y a une relation évidente entre la voix, le corps, les histoires, la littérature, l'intime, le charnel, voilà. Oui, la voix est incarnée, ça c'est vrai. C'est vrai qu'il y a d'ailleurs, en fait, finalement, on s'en rend peut-être pas compte quand on écoute un texte, mais si, en fait, on le voit pas, mais on le ressent. Et le corps est complètement engagé, je veux dire, complètement engagé. Et il suffit d'assister à un enregistrement d'une personne qui lit à voix haute pour comprendre que son corps est totalement engagé. C'est pas que la voix, c'est tout le corps. Et ça va nous faire une magnifique transition pour parler du bouleversement que j'ai éprouvé la première fois que j'ai entendu Isabelle lire. Du coup, effectivement, c'était un texte que j'avais écrit. Mais je crois que c'est la première fois que je t'ai entendu lire, hein, et que j'ai pas du tout. Enfin, je croyais le connaître, comme je croyais connaître très bien la voix d'Isabelle, que j'avais vu beaucoup au cinéma et au théâtre. Et je n'ai rien reconnu, ni mes propres mots, ni la voix d'Isabelle. C'était quelque chose de tout à fait nouveau, qui m'a complètement surprise, complètement déstabilisée et complètement émerveillée. Tu m'as dit ça aussi pour L'Inconsolé, donc ce dernier texte. Ouais. Tu parlais du journal d'Aled ou de L'Inconsolé? De l'emporter. De l'emporter, pardon. Je t'ai dit les deux fois. Ouais. Enfin, les deux fois, oui. Tu m'as souvent dit ça, et c'est vrai que ça me touchait, parce que je me disais, c'est quand même, je suis face à l'auteur, ça fait une grosse pression, en fin de compte, de lire. C'est comme, en ce moment, on reprend la campagne de Martin Krimp. Martin Krimp vient nous voir, il est là, juste dans la salle. C'est une grosse pression pour les acteurs. Donc il faut être à la hauteur de ça, et c'est toujours touchant quand un auteur dit mon texte finalement je l'ai quasiment pas reconnu, il s'est recréé autrement. Il y a des phrases qui, oui, je sais, je les ai écrites, mais là elles vivent autrement, elles se déploient autrement, elles m'évoquent autre chose, d'autres pensées. Et... ouais. Bienvenue. On était aux acteurs en plus, alors ça tombe bien. Mais pour laisser Jacques s'installer tranquillement, moi je ne me considère pas du tout comme une bonne lecture à voix haute. J'ai très très peur justement
quand je lis en public, de riper, de bafouiller, de faire des... Vous le verrez tout à l'heure, de faire des petits ratages comme ça sur les mots. Et évidemment, comme j'ai peur de ça, je ripe. Mais dans ces cas-là, j'ai une pensée, je me dis finalement, c'est un peu comme le patinage artistique. Pourquoi on aime tellement le patinage artistique? C'est parce que quand la patineuse ou le patineur tombe, il se relève tellement vite et tellement bien, et puis comme si de rien n'était, hop, et puis après il est agile et il continue. Et ça arrive parfois qu'il tombe 2 ou 3 fois, et on se dit, le pauvre, ça doit être affreux, voilà, il sait que c'est fini, quoi, que c'est terminé, que c'est plié. Eh bien non, il recommence, et je pense qu'on vient pour ça, en fait. On vient pour entendre une parole qui, justement, n'est pas... est fragile, et cette fragilité-là est belle. Absolument. Moi, Et juste, pardon, c'est pas très grave en fait de savonner de temps en temps. Ça gâche pas du tout une lecture. Oui. Le vrai enjeu, c'est est-ce qu'on arrive à mettre en vie le texte, mais après qu'on se casse 2 ou 3 fois la figure, peu importe. C'est bien de le dire, merci. Et personnellement, je ne t'ai jamais entendu savonner quoi que ce soit, mais peut-être que j'ai mal entendu. Et puis vous avez aussi une magnifique lecture de vos propres textes, il faut le dire, hein, parce que vous avez enregistré Les Rêveurs aux éditions des Femmes et Le Jeu des Si, on l'a dit tout à l'heure. Et c'est magnifique, magnifique, Les Rêveurs, c'est très émouvant même. Alors ça, c'est encore autre chose, effectivement, d'enregistrer ses propres textes. Ça m'était jamais arrivé, donc, puisque je suis une autrice tardive. Et c'est vrai que ça m'a fait... J'ai senti une énorme émotion. Une énorme émotion. D'ailleurs, j'avais aussi lu Les Rêveurs ici. Et là aussi, j'avais passé toute la lecture à me dire, cette boule dans la gorge, il faut qu'elle reste là et que l'émotion ne jaillisse pas comme ça, que je ne me répande pas devant le public. J'ai craqué, je crois, à la dernière réplique. Donc j'ai bien réussi à... Je n'ai pas joué dans les émotives anonymes pour rien. Mais ce que je veux dire, c'est une très, très grande émotion, oui, de lire... Alors, je pensais à tout ce que vous avez dit sur le fait qu'il y a quelque chose de très intime, évidemment, dans la lecture à voix haute et dans l'écriture également, j'ai envie de dire. Je pense à cette phrase de Cioran qui disait « On ne devrait écrire que des choses qu'on n'oserait dire à personne ». Et je pense qu'un livre, en fait, c'est vraiment... dans l'oreille, on parle à l'oreille du lecteur. Et alors ça se démultiplie, évidemment, quand on l'enregistre. Mais je vois bien, quand on a parlé aussi des rencontres littéraires, les salons littéraires où on signe, et voilà, ou alors dans les librairies, quand on vient présenter un livre, c'est pas du tout la même rencontre que quand on vient présenter un film ou qu'on fait, ça s'appelle un bord plateau après une pièce de théâtre qu'on vient de jouer. Il y a un rapport avec le lecteur qui est beaucoup plus personnel, plus intime, plus personnel, où finalement les gens ont lu des choses que vous n'avez pas, sur lesquelles vous n'avez pas pensé mettre autant d'accent. Il y a autant en fait de livres que de lecteurs, et ça, ils vous l'apprennent en venant vers vous, vous donner leur propre version du livre qu'ils ont lu, en vous remerciant aussi et en racontant des histoires personnelles. Voilà, ça fait des échos, ça touche... Chaque lecteur d'une façon différente. Et ça, je trouve ça très, 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 très émouvant. Et est-ce que, Isabelle, puisque tu parles de lire ton propre texte, est-ce que tu fais une différence et comment est-ce que tu qualifierais cette différence entre lire le texte de quelqu'un d'autre et lire ton propre texte ? Je parlais de la peur de riper, la peur de pas être à la hauteur de l'attente d'un écrivain. Je me sens finalement plus autorisée quand c'est mes propres textes à être dans cette fragilité-là, à me dire que c'est pas grave. Voilà, j'aurai pas de cahier de doléances, ou alors je vais l'écrire moi-même, donc ça ira. Donc ça m'autorise davantage. Mais oui, la responsabilité est forte en fait quand l'auteur est là, dans la salle. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Jacques, mais c'est vrai que quand on lit et qu'il y a l'auteur qui est là, et c'est assez intimidant. Mais je pense que de toute façon, on lit pour se lire. On lit pour se comprendre. Moi, toute ma vie, j'ai erré dans les bibliothèques pour chercher la vie mode d'emploi. Avec cette angoisse, cette inquiétude de me dire que peut-être que je passe à côté du livre qui m'aurait donné vraiment la clé.
Donc j'ai l'impression que de toute façon, même si c'est pas moi qui l'ai écrit, le livre que je le lis parce qu'il résonne, parce qu'il me parle de moi, parce qu'il m'aide. En tout cas, c'est ça que je cherche dans ma lecture et c'est ça que j'essaye de transmettre dans les lectures à voix haute. Jacques, ça va? Oui, très bien. Excusez-moi. Bonjour. Je suis particulièrement d'accord. On est heureux dans le temps où on fait de la lecture à voix haute de déchiffrer pour soi-même. Et aussi de pouvoir reprendre plusieurs fois, parce que souvent, l'acte de lecture est sauf dans des occasions d'études ou de travail particulier, mais il est une fois, nous, on est obligé de repasser, ressasser, c'est pas mal. Et j'aime bien l'enregistrement. On est enfermé tout seul. On n'est pas puni, donc c'est agréable. Mais ça crée d'abord une confusion, en fait. Voilà l'occasion, il faut s'adapter tout de suite à quelque chose qu'on ne comprend pas bien. Enfin, tout devrait bien marcher, mais quand on se met en route dans le studio d'enregistrement, dans la cabine en général, d'enregistrement des livres, il y a un phénomène acoustique, une espèce de matuité des murs, ou qu'on essaie d'équilibrer avec un casque, qui fait que pendant pas mal de temps, on trébuche. On finit par croire que... D'abord, on croit qu'on est un peu dingue. Ça arrive d'avoir beaucoup de réactions vis-à-vis de la régie, en plaignant leur patience, en disant ça va venir, mais vous savez, en fait, je suis un bègue caché, j'ai pas... Et après, je leur demande si c'est possible de faire une psychanalyse express, parce que j'ai besoin de parler. Et parce que cet état dans la cabine, ça vient pas tout de suite, quoi. Et quand ça y est, on est content. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut jouer le livre, jouer le texte, ou vraiment rester près de cet instinct de déchiffrer, effectivement, pour soi-même? Je suis catégorique. Il ne faut pas jouer. Oui, ça, non, il ne faut pas jouer. L'autre jour, j'ai un peu joué, je ne voulais pas. Mais au fond de moi, ça part du bon sentiment. Je ne veux pas jouer. Mais il est certain que j'ai parfois été auditeur de certaines lectures, certains lecteurs, certaines lectrices, et je me disais, ah, mais pourquoi ils ne jouent pas un peu quand même? Parce que, voilà, il y a différents trucs. Par exemple, vous pouvez lire James Joyce, vachement au sérieux, très comme la grand-messe, mais on sent qu'il n'a pas tout... Enfin, il s'est un peu amusé à la table de travail, quand même, malgré probablement d'intenses douleurs. Mais non, ça passe par quand même des personnages, ou quand même le souvenir dans l'oreille de ces gens qui vous parlent et qui ont des voix bizarres, ou dont la particularité vous est restée. Alors, évidemment, quand on doit faire une école de lecteurs, il faut vraiment... On passe un temps fou à dire « Non, on joue pas. On laisse se dérouler le texte, on écoute ce déroulement, il doit tout faire. » Et puis après, éventuellement, on a l'autorisation de jouer. Dans beaucoup des textes que j'écoute, que j'ai plaisir à écouter, je sens que l'acmé est à ce niveau-là. Sinon, bon, il y a ce truc bizarre, c'est qu'il y a des gens qui veulent lire et qui sont terriblement ennuyeux. Des gens qui veulent jouer aussi. Mais non, mais c'est marrant parce que parfois je me retourne et je m'aperçois que je suis un peu le seul à le penser. Il y a des gens que ça a l'air d'intéresser complètement. Un ton un peu ennuyeux. Et en plus, c'est dans mes théories. Quelquefois, il m'arrive de penser avec certains théoriciens, et je pense à Léopold Sédar Senghor qui a écrit une lettre magnifique sur la particularité d'une écriture nègre, de la négritude, qu'il y avait quelque chose de sa magie qui était issu de la monotonie.
parce que le récit qu'il avait entendu dans son enfance, qui était conté dans les villages, était un récit psalmodié. Par quoi il explique que, contrairement aux reproches qu'on lui fait, la poésie qu'ils écrivent avec Aimé Césaire, n'est pas si colorée que ça. Ils n'ont pas le choix. Un tam-tam, c'est un tam-tam, c'est pas pour faire folklore, il n'y a pas d'autre nom là-bas pour dire un tam-tam. Il développe beaucoup là-dessus, mais aussi sur la couleur extrême de son écriture, en disant, voilà, le secret, c'est le rythme, et par cela aussi, il défend la monotonie contre la lecture dramatisée, expressive. Il pense probablement à cette époque-là, je ne sais pas, dans les années 50, 60, comment dire, une touche un peu Carnet Prévert, d'une certaine manière un peu humaniste, un petit peu chaude et vivante. Et c'est vrai que pour la poésie, il y a de quoi se poser la question régulièrement. Que ce n'est pas en voulant bien faire qu'on y arrive, enfin en voulant remplir les choses de sa petite passion, de son animation intense, mais que quelquefois, il faut passer par ce registre-là de la monotonie. Ou alors, même on a autorité, on est autorisé à mal jouer, ce qui n'est pas permis au théâtre. Non. Mais en gros, c'est pas permis, sauf des gens qui ont vraiment du génie et tout ça, mais c'est particulier, c'est des trucs... mais sinon, au théâtre, on a un texte à dire, on essaie de trouver la justesse, alors que c'est pas sûr, toujours, dans les choses qu'on a à lire. Je pense à cette phrase de Beckett, on ne peut que rater mieux. Ah oui, oui. C'est marrant parce que je t'entends parler et je repense à... quelque chose que j'ai entendu de toi il n'y a pas très longtemps, il y a 1 an, où tu as lu les écrits de Picasso. Oui. Quand moi, je les avais lus avant de te confier la chose, je m'étais dit, c'est juste pas lisible, c'est emmerdant, carrément. Enfin, voilà. Tu en as fait quelque chose... Kouglof. Hallucinant. Le gros, quoi. Formidable, mais lire un extrait même court, pouf, ça tombait sur le ventre. Non, mais c'est-à-dire qu'on avait l'impression, oui, que c'était toi qui étais en train de l'écrire, que tu rectifiais le tir, ouais, à savoir les écrits de Picasso lui-même au fur et à mesure, et ça a donné quelque chose de flamboyant, de magnifique. C'est marrant parce que je pense à... On dit souvent, à propos des interprètes, l'expression « servir le texte ». Mais en fait, c'est pas servir le texte, c'est se l'approprier et le distordre complètement, enfin, le servir. À chaque fois, on invente des petites règles. Celle-ci était venue de l'idée de ne pas essayer de bien faire, peut-être servir le texte, oui, mais parce que j'avais à bien travailler, bien retravailler, par exemple, mes surréalistes et le souvenir de l'écriture automatique, les impasses dans lesquelles ça vous conduit quand vous êtes en train de lire. Il y a un truc, une phrase qu'on ne peut pas finir. Il y a un truc, on est fichu. Comme de trouver sa place dans les Alexandrins de Victor Hugo, quoi. Puis, il faut bien passer par ce qu'il ne faut pas faire, à savoir trop d'emphase. Et puis on finit par trouver